le mont Everest. C'est beau, hein? Inoxtag a récemment annoncé dans une vidéo courte mais efficace qu'il se lançait le pari de gravir le mont Everest. Ouais, rien que ça. Il explique qu'il va suivre du coup un entraînement d'1 an. Alors bon, d'après moi, c'est pas du tout suffisant, mais bon, on verra. Et qu'il essaiera d'atteindre le sommet. Personnellement, avec un entraînement d'1 an, je doute qu'il atteigne le sommet. Mais s'il y arrive, ce sera déjà incroyable. De toute façon, même s'il fait que la moitié du chemin, enfin voilà, ça restera l'expérience de sa vie et il pourra être extrêmement fier de lui. Le mont Everest est, je pense, la montagne la plus connue mondialement, mais du coup, je me suis demandé comment ça se passe réellement. C'est-à-dire à quoi ressemble l'organisation, les préparatifs, tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo pour comprendre ce qu'il attend. Donc je me suis un peu renseignée et j'ai décidé de parler de 4 sujets distincts. Alors d'abord, l'organisation du voyage, combien ça coûte, quelles sont les différentes étapes et tout. Ensuite, la préparation, donc quelle est l'expérience nécessaire pour gravir les 8850 mètres. Parce que lui il parle d'1 an, mais vraiment 1 an c'est pas suffisant. Enfin bon, on verra ça. Puis les dangers de l'Everest, parce que c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. En fait, quand j'ai appris qu'il allait partir là-bas, j'ai tout de suite pensé, mais il va mourir. Enfin. Et enfin, on parlera de la rumeur qui dit que l'Everest devient de moins en moins dangereux et qu'il est plus simple, avec beaucoup de guillemets, à escalader. Et donc il y a de plus en plus de monde en fait qui y va et que c'est un peu pas monsieur tout le monde, mais oui voilà, c'est plus simple et on a besoin de moins se préparer. Enfin, on verra ça. Mais avant tout, voyons quelques tweets. Alors j'ai été surprise de voir qu'il n'y avait pas de tweets malveillants, du genre méchanceté gratuite, jalousie, autant pour moi. Alors, mon plus gros projet, donc allez voir sa vidéo, elle est très bien faite, elle est courte mais elle est très bien faite. Zioclo, ah oui, le mec va juste faire une méga ascension, GG est exceptionnel, Sardoche. Force à toi dans tes entraînements, cardio, à balle, tu vas y arriver, c'est sûr. Par contre, c'est 5 ans d'entraînement, pas 1 an, il y a une coquille dans la vidéo. Bonne chance, faut de sacrées couilles, je te souhaite sincèrement de réussir. Frérot, force à toi, la vidéo est magnifique, mais tu le sais déjà, que les dieux soient avec toi. Il y avait déjà plus aucun doute, mais c'est confirmé, t'es bien fou. Ben, dites-moi vous, est-ce que vous iriez en haut de l'Everest? Vraiment, tout en haut. Je me suis posé la question, je me suis dit, bon, si on m'offrait le voyage, on dit, parce que voilà, ça coûte extrêmement cher, mais si on m'offrait le voyage, franchement, je sais pas, je crois que ça me ferait rêver au début, mais sur place, je me ferais peut-être un tout petit peu pipi dessus. Alors, ça va être un peu long, on va voir 4 articles différents. Donc déjà, le premier, prix de l'ascension de l'Everest, tout savoir. Alors, l'Everest, toit du monde, à 8848 mètres d'altitude, est le rêve de tout alpiniste, mais c'est un rêve qui a un certain coût. Depuis le début des expéditions commerciales qui ont débuté dans les années 1990, de nombreuses agences se sont développées proposant des prix plus ou moins élevés pour réaliser cette ascension mythique. L'ascension de l'Everest n'est accessible qu'aux alpinistes aguerris, mais également aux alpinistes qui peuvent mettre le prix. Dans ce document, nous faisons un tour d'horizon des prix pour faire l'ascension de l'Everest proposés par les agences népalaises et du monde entier. Prix proposés par les agences pour l'ascension de l'Everest. Alors, en règle générale, les prix pour faire l'ascension de l'Everest sont compris entre 55 000 et 70 000, mon Dieu, euros par personne. Certaines agences peuvent proposer des prix inférieurs, il faudra alors être vigilant sur la qualité et la sécurité de l'encadrement fourni. Bon, alors bien sûr, on parle pas d'un voyage d'une après-midi, c'est 2 mois, je crois. À ce tarif sont généralement inclus dans les formules, donc le permis d'ascension, 10 000 $ par personne. Juste pour le permis. La pension complète, alors c'est pour ça, si on n'est pas prêt, vaut mieux pas le faire, ce serait vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, faut vraiment être sûr de pouvoir en profiter, de pouvoir monter le plus haut possible, tout ça. La pension complète en lodge les premiers jours, puis en tente, un Sherpa privé par personne, donc Sherpa je crois que ça c'est les guides, 8 bouteilles d'oxygène par personne, le vol vers Katmandou, plus le vol vers le départ du trek vers le camp de base de l'Everest.
Sur l'Everest, les Sherpas sont récompensés en cas de succès de l'expédition. Ainsi, il est de coutume de verser 500 $ supplémentaires par Sherpa en cas d'arrivée au sommet de l'Everest. D'autre part, certains alpinistes, pour mettre toutes les chances de leur côté, préfèrent prendre les services d'un Sherpa supplémentaire. Dans ce cas, il faudra compter 9000 $ supplémentaires. Rien que ça. Vous l'aurez compris, rares sont les alpinistes à pouvoir payer le prix d'une ascension de l'Everest. Si ces tarifs peuvent paraître démesurés, il ne faut jamais oublier que chaque membre de l'expédition prend de grands risques pour ses clients. Outre les avalanches, de nombreux facteurs extérieurs, comme le changement rapide de météo, ou les crevasses, font de l'ascension de l'Everest une expédition très meurtrière. Si le prix de l'ascension de l'Everest est élevé, c'est avant tout parce que ce projet se fait sur plusieurs mois et qu'il nécessite l'accompagnement de dizaines de personnes, guides, Sherpas, médecins, etc. Guide, Sherpa, mais alors le Sherpa c'est pas les guides, mais c'est qui Sherpa? En moyenne, les expéditions durent environ 2 mois, dont une dizaine de jours pour arriver au camp de base de l'Everest. Voici les étapes les plus typiques pour réaliser l'ascension de l'Everest. Donc jour 1 à jour 4. Arrivée à Katmandou, préparation de l'expédition, achat de matériel. Jour 5 à jour 13, marche d'approche entre 2500 et 5000 mètres, acclimatation à l'altitude. Jour 14 à jour 17, installation au camp de base de l'Everest à 5350 mètres. Alors j'ai trouvé, ceci. Donc voilà, le camp de base, il est ici. Alors bon, là il est 5270, là 5300, bon. Jour 18 à jour 36, installation des camps 1, 2 et 3, respectivement à 5900, 6400 et 7300 mètres d'altitude. Alors on va revoir ici. Ah c'est ici, camp 1, 2 et 3. J'en étais au jour 37 à jour 52, installation du camp 4 à 7900 mètres, puis tentative d'ascension du sommet de l'Everest. Donc ici, et bon, personnellement, je crois que je m'arrêterai ici, au max. Je pense pas que je serais capable d'aller jusque là. Je pense pas, très honnêtement, je pense pas. Jour 53 à jour 60, redescente vers Katmandou, puis retour. Ah oui, parce qu'il y a le retour, hein. Donc c'est une chose hein, de faire ça, mais il faut faire ça ensuite. Plus de 2 mois d'efforts pour s'offrir le toit du monde, un vrai grand projet qui a un prix. Vous souhaitez découvrir l'alpinisme, Mont Blanc, Dôme des Écrins, Grand Paradis et bien d'autres sommets emblématiques sont également à découvrir en France. Donc voilà, pour s'entraîner, c'est aussi très bien d'essayer de faire l'ascension de ces monts. Bien, donc le second article que j'ai trouvé, c'était pas ça, c'est ça. Everest, quelle expérience nécessaire pour gravir ces 8849 mètres. Au fil des années, les expéditions sur le toit du monde concentrent de plus en plus de grimpeurs, manquant de l'expérience nécessaire pour une telle entreprise. Alors de quelle expérience a-t-on besoin pour se lancer dans un projet d'ascension de l'Everest ? En 2019, il y avait presque 900 alpinistes, hein, mine de rien, malgré le prix et malgré la dangerosité, hein, il y a quand même 900 personnes qui y sont allées en une année, à parvenir au sommet en plus de l'Everest en quelques jours seulement. Un record qui ne va pas sans incident. Ce seul printemps, près d'une dizaine de grimpeurs sont morts en essayant de gravir cette montagne mythique. Des guides expérimentés évoquent certaines agences peu regardantes sur l'expérience préalable des prétendants au sommet. Les opérateurs népalais sont notamment montrés du doigt, et si la législation se durcit sur le versant tibétain qui nécessite l'expérience d'un premier 8000 avant l'Everest, le versant népalais n'en est pas là. Faute de règles claires, qu'en pensent les professionnels de la haute altitude himalayenne ? Tom Mosdell explique. Certaines personnes s'y rendent à l'Everest extrêmement mal préparées, et certaines de ces personnes parviennent au sommet. Malheureusement, d'autres payent le prix ultime. Pour ce guide britannique, l'ascension de l'Everest n'est pas très technique, mais nécessite tout de même des compétences de base en alpinisme. Du maniement des cordes aux techniques de rappel ou d'assurage, en passant par la connaissance du terrain montagnard, la facilité à déterminer un itinéraire, à manier un piolet et des crampons, à se déplacer sur un glacier, à connaître les dangers qui entourent le grimpeur, je ne ferai jamais ça de ma vie. Tout cela doit devenir une seconde nature pour que même diminué par la fatigue et l'altitude, l'himalayiste puisse réaliser certains gestes ou mouvements de façon quasi automatique. Vous vous souvenez ce qu'on faisait à l'école, l'escalade, avec les machins accrochés sur les murs ? Moi je montais 2 mètres et je hurlais.
C'est clairement pas pour moi. Un apprentissage progressif, on ne commence pas par un 8000. En plus de ses connaissances techniques et d'une excellente condition physique, de nombreux experts insistent sur la nécessité d'un apprentissage progressif de la haute altitude. Commencez dans les Alpes à 3000, puis 4000, pour être à l'aise avec l'essoufflement dû au manque d'oxygène. Puis montez plus haut, 6000, 7000, notamment dans le cadre d'expéditions longues. Passer presque 2 mois au camp de base de l'Everest est aussi un défi psychologique. Les alpinistes patientent beaucoup, dans des conditions précaires, même si elles se sont considérablement améliorées, avec peu de contact avec le reste du monde, même si, là aussi, le Wi-Fi est arrivé. Si l'Everest est une découverte des expéditions longues, c'est ajouter une difficulté supplémentaire. Chez Elite Expéditions, l'agence de Nirmal Purja, le parcours type serait donc plutôt celui-ci. Pour ceux qui cherchent à gravir leur premier sommet de 8000 mètres, le Broad Peak en été ou le Manaslu en automne sont de premières expériences intéressantes. Elles doivent suivre 2 6000 mètres ou au moins un 7000 mètres. Des sommets pour débutants existent au Népal. Le Lobuchiste est un excellent sommet himalayen d'introduction à la haute montagne. Il culmine à 6119 mètres. L'agence cite aussi l'Aconcagua, je vais y arriver, comme bonne entrée en matière. Dans ces conditions et sous réserve d'un entraînement suffisant et de connaissances adéquates, il est donc question de 3 à 4 expéditions minimum avant de s'attaquer à l'Everest. Ces différents paliers permettent aux grimpeurs de découvrir comment leur corps réagit à la très haute altitude et au manque d'oxygène. Acquérir ces compétences et cette expérience nécessaire pour des 8000 comme l'Everest prend du temps, plusieurs années. Donc c'est pour ça, lui, il dit 1 an. Bon, ça me paraît assez compliqué. Difficile donc de se lancer du jour au lendemain dans une expédition à l'Everest. L'utilisation d'oxygène, l'aide de Sherpa, le matériel dernier cri, tout cela contribue à aider l'alpiniste à limiter certains risques, mais rien ne remplace l'expérience acquise sur d'autres montagnes. Bien, maintenant qu'on a vu ça, on va se faire un petit peu peur. Donc, les vrais dangers de l'Everest. Crevasses béantes, vents hurlants, cadavres perdus. L'explorateur Matthew Dieu Megartonton révèle les défis cachés qu'il faut surmonter pour conquérir le point le plus haut du globe. C'est vrai que ça, on en entend parler de temps en temps de ce truc que des cadavres servent de point de repère sur l'Everest. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Bon, j'avais vu aussi le film Everest qui m'a traumatisé. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, regardez-le, il est très bien. Alors, Everest, la légende de cette montagne suffit à donner des frissons. Pourtant, faire la distinction entre le mythe et la montagne en elle-même n'est pas simple mais nécessaire. Plus de 200 alpinistes sont morts en tentant de gravir l'Everest pendant le siècle dernier. Rien qu'en 2015, 22 hommes et femmes y ont laissé la vie, les avalanches représentant 29% des décès, 23% sont dus à des chutes et 20% au mal des montagnes. Peu de gens ont autant d'expérience que l'explorateur Matthew... Oh non, me faites pas relire ça. En mai 2012, à l'âge de 22 ans, il est devenu l'un des plus jeunes grimpeurs à vaincre l'Everest. Il nous dévoile ici les parties les plus sombres de cette montagne mythique. La zone de la mort vous fait délirer. Bon. La différence entre l'Everest et une autre montagne, c'est que vous avez besoin de plus d'oxygène pour atteindre son sommet. Il faut 5 à 6 semaines pour une expédition normale sur l'Everest. Il est nécessaire de passer par plusieurs étapes pour permettre à votre corps de vous acclimater. Lors de mon expédition, nous ne sommes pas tombés malades, nous nous sommes bien acclimatés et nous avons réussi à atteindre le sommet dès la première tentative. Le tout dans les 5 semaines imparties. Pourtant, il est très difficile d'anticiper la rareté de l'air là-haut. On l'appelle la zone de la mort. C'est tout ou rien. Il y a énormément de crevasses sur l'Everest. Il faut en traverser beaucoup sur des échelles. Généralement, on utilise une échelle simple pour passer une crevasse, que l'on peut doubler avec une autre échelle si besoin. Mais parfois, il est nécessaire d'en attacher 3 ensemble successivement pour passer la crevasse, comme le montre la vidéo que j'ai prise ci-dessus. Avant mon ascension, je n'avais jamais passé une échelle avec des crampons, mais le fait de me sentir un peu ivre à cause du manque d'oxygène m'a aidé à m'apaiser. Ouais, on peut dire ça, pour les passer. Sur l'Everest, vous rencontrez toujours de nouvelles astuces ou des techniques que vous n'utilisez pas ailleurs. Les Sherpas sont fous. Ah. Quand on grimpe, on ne peut pas tomber dans une crevasse car on a toujours une sécurité sur nous.
Par contre, le pire est d'observer les Sherpas. Ces derniers sont payés au poids, donc plus ils font de rotation avec du matériel, plus ils sont payés. Ils ne s'assurent pas, ils vont au plus court, ils ne portent pas de casque, ils marchent sur les échelles en s'aidant de leurs mains. Un jour, alors que nous arrivions vers un camp, il y avait une grosse crevasse et on nous a dit qu'un Sherpa était tombé dedans la veille et en était mort. Une équipe de secours avait sorti son corps de la crevasse et on voyait le sang le long de la glace. Ah, mais quelle horreur! C'était impressionnant et on ne s'attendait jamais à une telle vision. Ça m'a rendu malade. Ça donne envie, hein? La montagne joue à cache-cache. Vous ne quittez jamais complètement l'Everest. C'est tellement loin que lorsque vous pouvez enfin l'apercevoir en entier, ça ressemble à un tableau. Si on se rapproche, ça devient tellement gros qu'il est difficile de se concentrer sur tel ou tel point. C'est comme un jeu, comme si la montagne joue à cache-cache. Par exemple, vous ne pouvez voir le camp 3 que si vous êtes au camp 2. Ensuite, vous ne pouvez voir le camp 4 que si vous grimpez sur un flanc précis de la montagne. Même le jour où vous arrivez au sommet, cette sensation est perturbante. L'appréhension de la taille de cette montagne et des distances est un problème qu'il faut gérer mentalement. Vous verrez probablement des cadavres. L'Everest est jonché de corps. Ah bah du coup c'est vrai. Quand tu quittes le camp 4 et que tu atteins le sommet, c'est si haut que tu peux à peine te tenir debout. Tu ne peux pas prendre avec toi une lourde charge à cette altitude. Donc, si tu meurs là, il y a très peu de chances que d'autres ramènent ton corps. Par conséquent, on croise souvent des cadavres à cette altitude. Certaines familles payent des équipes pour qu'elles ramènent le corps de leurs proches. Quand tu grimpes, personne ne parle réellement de ça, il faut rester positif. Mais c'est une donnée que tu ne peux négliger étant donné que tu montes en croisant des corps que tu ne peux louper avec leurs vêtements de couleur. On peut apercevoir de la peau, mais on ne voit jamais de crâne car la peau s'est figée avec le temps, un peu comme de la cire. Les vêtements sont soumis au vent et aux UV, chaque corps a sa propre histoire. C'est sympathique, hein? Les débris sont un danger constant. L'Everest n'est pas une montagne comme les autres, même si ce n'est pas une ascension technique comme celle du K2 qui est plus difficile à gravir, il faut toujours être très vigilant lors de la progression. Il faut grimper sur un terrain qui fait tomber de nombreux débris, et parfois il peut s'agir de rochers de la taille d'une voiture. L'échec est une peur omniprésente. L'un des plus grands défis avec l'Everest est le financement de l'expédition. Il faut compter 45 000 € par tête. Il est donc essentiel de savoir vendre son expédition sur le plan marketing pour la financer. Et ce n'est pas évident de se démarquer de la concurrence. J'ai contacté plus de 2000 entreprises et j'ai fini par avoir de la chance. Les pages jaunes voulaient changer d'image et souhaitaient que l'Everest fasse partie de leur nouvelle campagne. J'étais donc là au bon moment. Lors de l'expédition, vous partez donc avec la pression de ces personnes qui ont financé votre expédition, vous y pensez en permanence. Le sommet, c'est comme se retrouver dans un film d'horreur. Ah bah oui, ça donne envie. J'ai commencé mon ascension en me disant que mourir au sommet serait une belle mort, car le manque d'oxygène t'endort et tu disparais comme ça, tranquillement. En fait, c'est tout le contraire. Le sommet est si venteux et hostile que ce n'est tout simplement pas un endroit où tu veux être. C'est extrême. Vous êtes loin de tout et personne ne peut venir vous aider ici. Le vent ajoute à l'angoisse et on se sent vraiment comme dans un film d'horreur. Quand j'ai atteint le sommet, j'étais tellement en hypoxie, un taux d'oxygène faible dans le sang, que j'ai oublié de prendre des photos pour mes sponsors. Je ne me souciais que de mon état de santé à ce moment-là. J'étais comme ivre, mais penser à soi dans ces moments-là est finalement plutôt une bonne chose quand on affronte les éléments de cette façon. Fiou. Donc, pour finir, gravir l'Everest serait de moins en moins dangereux. Cette étude va un peu vite en besogne. Donc publiée la semaine dernière, mais ça c'est un article qui a été publié le 31 août 2020, une étude de l'université de Washington en anglais s'est intéressée à l'Everest. Le toit du monde fascine et attire chaque année des centaines de grimpeurs. Saison après saison, la presse internationale se fait l'écho d'une montagne dangereuse et de nombreux accidents mortels. Face au nombre de morts, des images d'embouteillages en file indienne toujours plus fréquentes. Des alpinistes qui avancent les uns derrière les autres, délaissant les plus faibles incapables d'aller au sommet. Voilà pour le marronnier de la presse. Mais l'Everest serait-il au fil des années moins dangereux? Un taux de mortalité stable au fil des années. Avec l'aide d'une équipe de l'Université de Californie, les scientifiques américains se sont intéressés aux chiffres derrière l'Everest, aux statistiques d'ascension. Leur résultat est clair. Malgré une augmentation massive du nombre de grimpeurs en une décennie, le taux de mortalité n'a pas flambé. Au contraire, il est resté stable, voire en léger déclin. Mathématiquement, le nombre de victimes a lui augmenté.
1% de 1000, c'est effectivement beaucoup plus d'alpinistes en perdition qu'1% de 200. L'étude montre également que le taux de réussite sur cette ascension a clairement augmenté, passant d'1 tiers à 2 tiers des prétendants en une décennie. L'étude statistique ajoute que les soixantenaires ont les mêmes chances de succès aujourd'hui que les quarantenaires avant 2005. L'étude résume ce résultat en 60 et le nouveau 40. Ils expliquent également que les embouteillages ne semblent pas avoir d'impact sur le taux de réussite ou le taux de mortalité, bien que la détection des possibles effets de la surfréquentation est difficile avec les données disponibles. Les 8000 tuent, l'Everest reste dangereux. Environ 1% des prétendants au sommet meurent. Si le statisticien considère que le résultat est marginal, mieux vaut se méfier de la réalité, car les activités sportives avec un tel taux de mortalité sont rares. Les sports de montagne, au même titre que les sports aquatiques, regroupent la majorité des décès en cours de pratique. Étude française de l'Institut de veille sanitaire parue en 2013, mais les taux de mortalité sont nettement plus bas. Dans le référentiel des sommets himalayens, l'ascension de l'Everest reste peu meurtrière, notamment par rapport à certains sommets réputés tueurs comme le K2. Mais ils arrêtent pas de parler du K2, c'est quoi? On va essayer de regarder à quoi ça ressemble. Ah, oui, en effet. Comparé à l'Everest. Non, finalement, c'est à peu près similaire. Hein. Bon, bref. Le Nanga Parbat ou l'Annapurna. Mais que l'Everest soit statistiquement plus sûr que d'autres sommets régionaux ne le rend pas sûr dans l'absolu. Sur un millier de grimpeurs en route pour le sommet, une dizaine ne reviendront pas. Gravir le toit du monde demeure une entreprise risquée comme la pratique de la haute montagne de manière générale. Les embouteillages responsables. Les auteurs semblent expliquer que les embouteillages n'ont que peu d'impact, mais avancent ce point-là avec prudence, car au-delà d'une certaine altitude, patienter trop longtemps refroidit les alpinistes. Exposés trop longtemps à des températures basses et un manque d'oxygène, ils sont dans une situation clairement dangereuse. Ils restent ainsi plus longtemps sur la montagne, dans une zone connue pour son nom très explicite, la zone de la mort. Au printemps 2019, où plus d'une dizaine de grimpeurs avaient trouvé la mort sur l'Everest, plusieurs décès avaient été en partie causés par ces embouteillages. Pour autant, cette dimension était souvent conjuguée à d'autres pour mener à la fin tragique. Manque d'expérience, équipement défaillant, mauvais temps, problèmes de santé. La récente étude n'apporte donc pas grand-chose de nouveau, en revanche elle pourrait laisser penser qu'il est de plus en plus sûr de gravir l'Everest. La stabilité du taux de mortalité confirme le contraire. Si le taux de réussite n'a cessé d'augmenter, la dangerosité d'un tel projet est toujours bien réelle. Un alpiniste arrivé au camp de base pour tenter l'ascension a toujours autant de risques d'en repartir dans un cercueil. Bon on va souhaiter beaucoup de chance à Inoxtag. Hein. Bon après, comme dit... Même s'il va pas au sommet, franchement, même s'il arrive au camp 3 ou au camp 4, ça sera déjà énorme, ça sera déjà une superbe expérience pour lui, et il pourra déjà être extrêmement fier de lui, donc c'est pas la peine de risquer sa vie, on va dire, pour aller jusqu'au sommet. S'il le sent pas, c'est mieux de s'arrêter avant. Eh bien vous, est-ce que vous iriez gravir l'Everest? Est-ce que vous iriez jusqu'au sommet? Est-ce que vous iriez, oui, c'est le sommet ou rien du tout? Ou sinon, où est-ce que vous pensez vous arrêter, d'après vos capacités? Camp 1, 2, 3, 4. Bon, moi perso, je dirais le camp de base, et puis j'ai vu, c'est très joli, voilà. Et je repars. Bon, eh bien, sur ce, tchou!